Bonjour à tous et bienvenue à Débat de presse. L'émission est en direct chaque dimanche à partir de 11 h sur la RTB. Elle permet d'analyser, de commenter et de décrypter les grands sujets qui ont marqué l'actualité nationale et internationale en compagnie de confrères de la presse nationale. Pour ce dimanche, 4 sujets nous intéressent. Il s'agit des changements à la tête du Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale et du médiateur du Faso, de la première sortie médiatique de François Compaoré depuis l'insurrection populaire de fin octobre 2014, des réformes des ordres burkinabés avec la proposition de remplacer l'ordre national par l'ordre de l'étalon. Et enfin, nous parlerons de la décision de l'administration américaine d'ajouter le Tchad sur la liste des pays dont les ressortissants sont interdits d'entrer aux États-Unis. Pour échanger sur tous ces points de l'actualité nationale et internationale, je suis en compagnie de 3 confrères de la presse nationale. Il s'agit de Ladi Bama du journal Le Reporter. Bonjour Ladi. Bonjour Sayon. Sur ce plateau, Yacinthe Sanou de la radio Omega FM. Bonjour. Bonjour Sayon. Nous avons également avec nous Dabadi Zumbara du journal Le Pays. Bonjour. Bonjour, M. Sayon. Merci à tous, en tout cas, d'avoir accepté notre invitation. Alors, Benoît Kambou, le président du Ashkroun, a finalement été remplacé suite au Conseil des ministres passé. Donc, la structure est désormais gérée par Bassolé. Donc, vous avez donc suivi cette actualité. Alors, ce n'est pas une surprise parce que depuis quelques mois déjà, il y avait comme une crise donc, au sein du Ashkroun. Alors, que vous inspire donc ce changement à la tête de cette institution? Yacinthe. Bon, c'est la conséquence déjà de la crise qui prévalait au sein de cette institution. Il y avait cette démission en tout cas qui était attendue. Mais il faut souligner que c'est Younous Sanfo qui a repris la présidence du Ashkroun, et donc qui était l'ancien vice-président. Léane Bassolé remplace en fait Benoît Kambou. Mais en fait, pour moi, tout ça, c'est ce qu'on avait dit au sujet de cette crise au sein du Haut Conseil. C'est-à-dire que si les membres n'arrivent pas à se réconcilier, je ne vois pas en quoi ils pourront réconcilier les Burkinabés. Et finalement, ils n'ont pas pu se réconcilier. Il y a un qui est parti. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, cette institution représente encore l'esprit de la réconciliation. Et je pense que, pour moi, en tout cas, la conséquence serait qu'on puisse venir en tout cas se passer simplement de cette institution. Parce que là, pour peu que les membres qui soient là, les 20 autres membres, donc, dont 16 avaient demandé la démission de Benoît Kambou à son temps, ils sont là et je ne vois pas sur quelle table de négociation, dans quelle institution, dans quel cadre ils pourront incarner un esprit de réconciliation envers les Burkinabés. Pour moi, simplement, il faut se passer désormais du Ashkroun, tout simplement. D'accord. Alors, Dabadi, vous avez le même avis, le Ashkroun? Bon, non. Moi, c'est vrai qu'il y a des éléments qui nous permettent de dire que l'avenir n'est pas trop serein, mais de là à dire que le Ashkroun n'a plus sa place dans l'institution juridique du Burkina, c'est un pas que je me garde de franchir. Non, moi, je voudrais saluer quand même la hauteur de vue de Benoît Kambou, qui a compris à un moment donné que c'était mieux de jeter le pont pour permettre aux autres de poursuivre la marche. Maintenant, étant donné que le changement a été effectué, on attend de voir ce que ça va donner. Alors, s'il s'agit d'une question qui porte sur sa personne, on le verra. Ou bien s'il s'agit d'autres choses aussi, les jours à venir, nous le dirons. Donc, moi, je pense qu'il s'est effacé, et puis bon, on verra ce que ça va donner. Alors, vous avez confiance donc pour la suite du processus, parce que le Ashkroun, il faut le rappeler, est chargé donc de la question de réconciliation, mais ce que donc les signataires donc de la pétition qui demandaient la démission de Benoît Kambou, ils disent que jusqu'à présent, plus d'1 an, en tout cas après l'installation du Ashkroun, il n'y a pas de résultat tangible sur le terrain. Et sur ce plan, effectivement, on peut être d'accord peut-être avec eux, mais comme je l'ai dit, c'est une question de management. Donc aujourd'hui, ils n'avaient pas posé le problème juste parce qu'il n'y a pas de moyens ou parce qu'il n'y a pas de résultats sur le terrain. On a eu l'impression quand même qu'ils en voulaient à Benoît parce qu'il réclamait son départ. Si bien que ces derniers étaient obligés effectivement de jeter le pont. Alors, aujourd'hui, est-ce que le problème
qui a poussé effectivement ces agents-là à agir de la sorte, est-ce qu'il est résolu à travers le changement qui vient d'être opéré? Si ce n'est pas le cas, ben, ça veut dire qu'il faut s'attendre effectivement à d'autres couacs au sein de cette maison. Et c'est à ce niveau effectivement qu'on peut émettre des inquiétudes, parce que si l'institution qui est chargée de réconcilier les Burkinabés a mal à son sein, ben, il va de soi qu'on ne puisse pas effectivement aboutir à des résultats tangibles en ce qui concerne la réconciliation. Et donc je pense que de ce point de vue, il faut effectivement que peut-être les acteurs qui réclamaient son départ se remettent en cause et que bon, ils disent clairement quels sont les véritables problèmes qui les ont poussés effectivement à demander le départ de Benoît Cambou. Si c'est sa personne qui causait problème, logiquement le problème ne devrait plus se poser dans la mesure où il a été changé. Mais s'il y a d'autres problèmes de fond qu'ils n'avaient pas évoqués ou bien qu'ils ont évoqués mais de façon indirecte à travers effectivement la demande de sa démission, ben, ça veut dire que le problème demeure. Et si tel est le cas, effectivement, il faut craindre que les jours à venir ne soient encore des jours incertains pour cette institution. Alors, Ladji Bama, qu'est-ce que vous pensez, en tout cas, au sujet de l'avenir de cette institution chargée donc de la question des réconciliations nationales? Ben, moi, je vais tout simplement dire que on va attendre de voir ce que ces changements vont avoir comme incidence sur l'avenir de cette institution. Au stade actuel, bon, je ne sais pas ce qu'on peut dire parce que on a tous suivi cette crise-là. Aujourd'hui, la personne qui était en tout cas au centre de la crise n'est plus là. Une autre personne est venue prendre sa place. Est-ce que la crise est pour autant résolue? Bon, à ce stade, c'est difficile en tout cas de répondre de façon en tout cas définitive à cette question. Moi, je pense que c'est l'avenir peut-être qui va nous situer parce que, comme on l'a dit, si c'est la personne de Benoît Cambou qui était le problème, bon, on peut espérer que c'est résolu. Mais est-ce qu'on est sûr que c'était lui le problème? Bon, on ne sait pas trop grand-chose dans la pétition. Il n'y a pas eu trop grande information qui a filtré. Si bien que, bon, il est difficile de savoir quel était le réel problème, en tout cas, de cette institution. Mais je note avec, en tout cas, Yassine Sanou, que il y a eu, en tout cas, depuis le début de cette crise, beaucoup de voix qui s'étaient élevées pour dire que cette institution, telle qu'elle se présente avec toutes ces difficultés-là, elle était disqualifiée pour, en tout cas, mener la réconciliation au niveau du Burkina Faso. Moi, j'étais d'accord avec cette façon de voir, parce qu'une institution qu'on met en place pour réconcilier les gens, qui a besoin d'abord que on la réconcilie d'abord, en tout cas au niveau de ses membres, soit réconciliés d'abord avant de pouvoir faire le travail pour lequel elle est mise en place, c'était quand même assez difficile. Et on peut dire qu'ils ne sont même pas parvenus à se réconcilier et qu'ils ont été obligés donc, de sortir. Voilà, donc c'est pourquoi je dis qu'il faut peut-être qu'on attende de voir la suite, parce que là, c'est quand même assez délicat. Voilà. D'accord, oui, Dabadi. Non, je pense que c'est comme je le disais tout à l'heure. Pour l'instant, comme il a dit, c'est vraiment trop tôt de se prononcer de façon péremptoire là-dessus. Je pense qu'il faut observer les changements qui viennent de s'opérer pour voir est-ce qu'il y aura une amélioration ou bien la situation va devenir plus complexe qu'avant. Ça peut l'être également dans la mesure où on avait comme deux camps qui s'affrontaient. Ce n'est pas parce que la tête est partie que le problème est résolu subitement, je ne pense pas. Maintenant, tout dépendra peut-être aussi du management de celui qui vient d'arriver. S'il arrive à les réconcilier, c'est tant mieux, ils pourront travailler sereinement. Mais maintenant, s'il n'arrive pas à le faire, et bien là, effectivement, ça va créer encore d'autres situations plus complexes et qui risquent de porter effectivement préjudice à l'abonnement de cette institution et que nous voulons tous opérationnelle. Parce que le premier dossier du Haskoun sera le Haskoun lui-même. Il faudra qu'il réponde à son nom au Conseil de la réconciliation et de l'unité nationale. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Tout à fait. D'accord. En tout cas, lors du même Conseil des ministres, il y a eu donc une autre nomination peut-être qui a surpris un peu les Burkinabés, Saran Sérémé, donc qui a été porté à la tête du médiateur du Faso. Justement, est-ce que ça vous a paru surprenant, Hyacinthe? Surprenant, ce n'est pas le mot exact. C'est vrai que on ne s'attendait pas forcément à la personnalité de Sarah comme médiateur de Faso, mais on s'attendait en tout cas à un médiateur de Faso, étant donné que le mandat de l'autre était arrivé à son terme, elle avait jouissé de ses droits à la retraite.
Mais je pense que le choix en lui-même, maintenant, est interrogateur. Voilà. On connaît tous le parcours de Sarah Sérémé. Maintenant, pour moi, c'est l'image qu'elle va apporter à l'institution. Elle va peut-être amener son charisme et ce qu'on lui connaît comme leadership pour tirer cette institution. Mais pour moi, il faut peut-être ajouter des cordes à son arc. En cela, je pense que la médiation menée au stade actuel par le médiateur du FASO, c'est vrai qu'il y a des résultats, notamment entre administration publique et administrée, mais il faut ajouter ce que à l'époque le président Michel Kafando avait essayé donc de faire, d'ajouter ce processus-là de réconciliation nationale à la tâche du médiateur du FASO. Je pense que Sarah Sérémé peut peut-être incarner cela, c'est-à-dire marquer cette marche-là vers la réconciliation nationale, c'est-à-dire qu'en plus des activités factuelles du médiateur de FASO, administrateur et autres dossiers qui lui sont soumis, apporter donc sa pierre à la réconciliation nationale, si tant est que le Ashkroun, comme je le disais, pour moi en tout cas, est dépassé aujourd'hui. D'accord, oui, Dabadi, Sarah Sérémé, médiateur du FASO, lorsque vous avez vu ça, vous avez été surpris ou pas? Bon, moi, personnellement, je n'ai pas été surpris. Hein. Je pense qu'elle mérite tout autant que ceux qu'on a nommés à la tête d'autres institutions. Je pense quand même que pour qui connaît cette dame et connaît un peu son parcours politique, on ne peut pas être surpris, en tout cas, qu'elle occupe un tel poste. Je pense quand même qu'elle a été au devant de plusieurs luttes, notamment dans le sens du renforcement de la démocratie ou bien même du renforcement des libertés et de façon générale. Et je pense que ce combat, elle l'a mené depuis l'assassinat de Thomas Sankara. Et donc je pense quand même qu'elle a, comme Yacine l'a dit, un certain charisme. Et en plus d'être, le fait qu'elle soit femme déjà, à mon avis, je pense que ça constitue un atout, comme on le dit, parce que dans des situations de réconciliation, on a souvent tendance à écouter beaucoup plus les femmes, parce qu'on se dit que c'est une maman, c'est une sœur, ainsi de suite, c'est une épouse. Alors donc, de point de vue, je pense quand même qu'elle a en tout cas pas mal d'éléments qui peuvent lui permettre de réussir sa mission. Oui, Bama, qu'est-ce que vous pensez de cette nomination? Bon, moi, j'ai rien de particulier à dire par rapport à ça, parce que cette institution elle-même, au-delà de la dame qui vient d'être nommée à sa tête, moi, c'est l'institution elle-même, quand je la regarde, je ne sais pas à quoi ça répond exactement. Je suis de ceux-là qui pensent que dans le cadre de la rationalisation des institutions dans notre pays, cette institution doit faire partie des institutions qui doivent disparaître. Parce que moi, franchement, quand je mets en tout cas, quand j'essaie de faire le rapport coût de l'institution à l'utilité, ce que ça peut nous apporter, je n'arrive pas en tout cas à être satisfait, parce que je ne vois pas vraiment ce qu'elle nous apporte de façon concrète dans notre vécu quotidien au Burkina. Quand on met ça en rapport avec ce que ça a comme incidence sur notre budget, franchement, je ne vois pas trop. Donc, au-delà même de cette dame qui vient d'être nommée, moi, mon problème se situe au niveau de l'opportunité de garder cette institution. Maintenant, concernant la dame, bon, je ne la connais pas de façon profonde, je ne sais pas trop, au-delà du fait qu'elle soit politique, je ne sais pas quel parcours elle a exactement, mais peut-être... ce que je peux dire, c'est que, étant donné que c'est une dame qui est quand même étiquetée politiquement, elle est jusqu'à ce qu'elle démissionne peut-être d'ici là, elle est chef d'un parti politique. Alors moi, c'est ce qui peut-être me gêne un peu dans une telle position, parce que quand on a cette étiquette-là, tu es politiquement fiché et tout ça, que tu te retrouves dans une position où il s'agit de concilier quand même des gens, ça peut en tout cas paraître assez délicat comme tâche à gérer. Mais espérons qu'elle saura tirer son épingle du jeu, parce qu'en tout cas, on reconnaît tous que bon, c'est une dame qui est assez déterminée. Elle a été aux avant-gardes des luttes qui ont marqué ce pays, en tout cas dans les dernières années. Donc, voilà ce que je peux dire. Mais justement, est-ce que, parlant de politique, en acceptant donc ce poste, elle ne met pas fin aussi à sa carrière politique? Parce que vous l'avez dit, elle a été présidente d'un parti, je pense le PDC. Alors elle a concouru donc à la présidence du FASO et
donc des élections législatives également. Est-ce qu'en acceptant ce poste, elle ne met pas finalement fin donc, à sa carrière en tant que présidente, en tout cas, d'un parti politique? Hyacinthe. En tout cas, elle est obligée de le mettre en berne, en tout cas, durant son mandat comme médiateur du FASO, parce qu'il faut cette neutralité-là en tant que médiateur du FASO. Mais je pense que l'institution, en tout cas, au Côte d'Ivoire, c'est que Bama disait, je trouve que l'institution a quand même sa place, parce qu'il faut aussi tenir compte de son importance pour les administrés. Il y a certains dossiers qui lui sont soumis. Si on prend par exemple le rapport de 2014, avec un taux de près de 59% de médiation réussie, je pense qu'elle a réussi à concilier près de 3000 cas. Il y a des chiffres dans le rapport 2014, près de 3440 personnes reçues et près de 560 dossiers instruits. Donc, je pense qu'elle a, avec ce taux de dossiers, près de 60% donc de réussite là, réussi à concilier, à régler des problèmes, parce qu'il ne faut pas tout le temps qu'on en vienne à la justice ou à autres paramètres pour régler les problèmes factuels. Donc je pense qu'elle a sa part. Bien sûr, il n'y a pas ce tapage médiatique autour de son action, il n'y a pas aussi eu des frictions aussi comme au sein de Ashkourum pour qu'elle soit couverte. Elle a aussi, pour moi, je pense qu'elle a des problèmes peut-être financiers et matériels, pour permettre de s'étendre, parce qu'elle n'arrive pas à couvrir peut-être toute l'étendue du territoire. Mais je pense que c'est en cela peut-être que la personnalité de Sarah Sélémé va permettre de faire, parce que naturellement, je pense que désormais, il y aura des projecteurs qui seront braqués sur l'institution médiateur de FASO, parce que c'est Sarah Sélémé qui est. Et avec cela, on verra ce qu'elle pourra lever comme fonds, et avec cela, l'action qu'elle pourra mener sur le terrain. Mais je pense qu'en elle-même, en tout cas, sa carrière politique, elle est en berne, en tout cas, pour l'instant. Oui, une carrière politique en berne pour l'instant, Dabadi. Je pense effectivement qu'elle n'a pas trop le choix que de le faire ainsi, comme quelqu'un vient de le dire, parce que pour effectivement gérer les dossiers de façon neutre, il faut impérativement quand même qu'elle puisse mettre en berne le côté politique. Sinon, ça peut effectivement être difficile si elle est en face d'un agent qui est d'un bord opposé. Ah ben, c'est pas évident que l'agent soit dans des conditions d'écouter, même si c'est peut-être pas elle qui va écouter l'agent, mais le fait qu'elle soit à la tête de l'institution, ça peut déjà braquer certains en disant ah, si c'est une telle, c'est pas la peine d'aller parce que mon problème ne sera pas résolu. Donc je pense qu'elle n'aura pas le choix que de mettre en berne effectivement ces actions politiques. Maintenant, comme effectivement Hyacinthe l'a dit, je pense quand même que c'est son engagement pour la défense des libertés et autres. Je pense que c'est un atout effectivement qui permettra à cette dernière certainement de donner un nouveau souffle à cette institution. C'est vrai qu'il y a un travail qui est déjà fait et qui, à mon avis, est assez appréciable, mais je pense qu'il faut travailler à la rendre cette institution plus efficace. Voilà. Et je pense qu'elle a les moyens, en tout cas, elle a un bagage pour vraiment le faire, pour peu qu'effectivement elle ait la bonne volonté et la santé pour le faire, quoi. Alors justement, en parlant de la personnalité, certains commentaires disent que c'est comme une récompense politique pour ce qu'elle a fait, son engagement juste aux premières heures de l'insurrection. C'est comme si c'était une récompense qu'on lui faisait. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne vois pas pourquoi c'est interdit de récompenser quelqu'un. Lorsqu'on estime qu'on le mérite. Pour moi, la question n'est pas si c'est une récompense ou pas. La question est si elle est la personne qu'il faut et si elle peut donc mener la tâche qu'il lui a confiée. Je pense que sur ces deux points, en tout cas, elle peut tout à fait être médiateur de façon. Maintenant, pour le reste, vraiment, je ne pense pas qu'il y a lieu d'épiloguer dessus. Oui, un commentaire par rapport à ça. Je pense que là-dessus, il est effectivement, on ne peut pas interdire aux gens de faire de tels commentaires. Et toute nomination est à avoir une récompense dans la mesure où ce n'est pas un concours. Ça veut dire qu'on vous nomme. Mais écoutez, on vous fait confiance par rapport à une tâche donnée. Moi, je pense qu'ici, comme je le disais au départ, elle mène tout autant que ce qu'on a nommé dans les autres institutions. Que ce soit récompense ou pas, l'essentiel, à mon avis, ici, est qu'elle puisse atteindre les objectifs qui lui sont assignés. Et je pense que si elle arrive à conduire avec brio sa mission, ceux qui disent aujourd'hui, par exemple, que c'est juste pour la récompenser par rapport à ses luttes antérieures, je pense que, bon, ils ne verront plus l'utilité de revenir là-dessus. Sinon, on sait qu'effectivement, c'est une dame quand même qui s'est beaucoup battue. N'oublions pas qu'elle a été la première à démissionner de CDP et créer son parti, même avant l'Europe. Donc, quand même, on peut donner qu'elle a donné des clés dans ce sens. Et ça, ce n'est pas une affaire seulement du parti au pouvoir. C'est tous les Burkinabés, à mon avis. On a vu aussi comment ces femmes étaient mobilisées avec des statuts et tout pour manifester. Et c'était une première au Burkina.
Et ça fait tasse d'huile, je pense. Et donc, je pense que si aujourd'hui elle est récompensée pour ses actions, ben, que ça soit ça ou non, moi, vraiment, je ne vois pas d'inconvénient en cela. L'essentiel pour moi est qu'elle puisse diriger convenablement cette institution, que ceux qui vont aller vers cette institution pour poser leurs problèmes repartent avec effectivement des solutions. C'est le plus important, à mon avis. Oui, Bama, un mot là-dessus. Bon, sur ça, moi, c'est le genre de questions sur lesquelles, bon, je sais pas, on dira que c'est une récompense, l'autre camp dira que c'est pas une récompense, et puis voilà, le débat va jamais finir, où on va trouver, en tout cas, la preuve pour dire que c'est une récompense ou pas, c'est compliqué. Donc, moi, ce genre de questions, je préfère qu'on ne s'attarde pas dessus. Mais je voulais plutôt revenir sur ce que j'ai dit tantôt concernant l'utilité de cette institution. Et Hyacinthe a répondu pour dire que non, il pense que ça a sa place. Je ne dis pas que ça n'a pas sa place, ça peut être une place. Mais en termes de priorité dans notre pays, moi je pense qu'on a plus urgent que ça. C'est ce que moi je mets dans la balance. C'est-à-dire qu'en d'autres temps, peut-être que cette institution, on pourrait bien la garder. Mais je dis aujourd'hui, par rapport à notre contexte, par rapport aux priorités qui se dressent devant nous, ce n'est pas une priorité. Surtout quand on sait que dans ce pays, il y a déjà la justice qui est là, qui joue déjà un rôle dans ce sens. Et quand je pense souvent, parce que souvent ça vient chez nous au niveau de la presse, hein, ça peut échouer à la justice, ça va à la médiature du Faso, après ça atterrit à la presse aussi. Le plus souvent c'est quoi? C'est les dossiers qu'on n'a pas pu régler en justice qui vont là-bas, et là-bas on n'arrive pas à les résoudre, souvent c'est nous la presse qu'on résout certains problèmes. Alors quand je regarde ça, il s'agit tout juste que chacun puisse faire son travail comme se doit, pour qu'on puisse éviter d'aller même à cette institution. Si la justice fait bien son travail, on n'a pas besoin d'aller là-bas. Voilà, et comme on a des priorités, il faut dire à chacun de faire bien son travail et on se passera de ces choses-là qui sont, moi, à mon sens, des futilités dont on aurait pu se passer si chacun faisait bien son travail, en tout cas. Voilà ce que je veux dire. Sinon, d'autres pays peuvent se donner ce luxe-là, mais moi, je dis qu'au Burkina, on n'a pas besoin de ça. Une réaction ou on poursuit donc avec le prochain sujet. Vous l'avez suivi donc sur Jeune Africain, une interview de François Compaoré, le frère cadet de l'ancien président du Faso. Alors, c'est l'une des rares fois qu'il s'exprime dans la presse donc, depuis l'insurrection d'octobre 2014. L'un des aspects de cette interview qui me paraît important, c'est qu'il dit qu'après donc, des investigations de ses avocats, ils n'ont trouvé aucune trace d'un mandat d'arrêt international contre lui, contrairement à ce qui avait été développé dans certains médias et dans certaines sources judiciaires. Dabadi. Bon, par rapport à ce volet précis, je pense qu'il est un peu difficile pour nous, en tant que citoyens comme ça, de se prononcer, parce qu'il n'y a que la justice qui peut nous dire si réellement il y a eu émission de mandat ou pas contre François Compaoré. Mais moi, je pense qu'ici, il faut même s'interroger sur cette sortie, c'est-à-dire l'utilité ou en tout cas la portée de cette... Pourquoi maintenant ? Le timing. Je pense que cette sortie n'est pas un fait de hasard. Je le pense. Elle fait partie d'un plan dont l'objectif c'est de travailler au retour des frères Compaoré. Maintenant, à quel prix? La question reste posée. Et lorsque on suit effectivement un peu son raisonnement, notamment ce qui concerne le mandat, on a envie de dire que bon, c'est un retour à moindre frais, c'est-à-dire sans que le volet justice ne puisse être impliqué. Donc, je pense que c'est vrai, c'est un Burkinabé. S'il n'y a pas de mandat contre lui, ben, il n'y a pas de problème, il peut rentrer comme il veut. Donc on n'a pas besoin de faire du tapage pour ça. Maintenant, pourquoi il le fait? Certainement parce que lui-même, il se reproche certainement peut-être certaines choses. Donc moi je pense qu'il y a un plan de communication qui est mis en œuvre. Donc peut-être on saura peut-être les tenants, les aboutissants dans les jours à venir. Maintenant par rapport au mandat, ben, je pense qu'effectivement cette affaire de mandat va quand même faire couler beaucoup d'angles de salive. Après bon, de salive après on n'a plus, en tout cas c'était silence radio. Donc je pense qu'il appartient aujourd'hui à la justice de faire la lumière par rapport à cette question du mandat dont on parle tant. Oui, alors vous pensez comme Dabadi, Hyacinthe, c'est un plan de communication pour le retour des frères Compaoré? Difficile de déterminer ce plan de communication. Je ne le perçois pas vraiment parce que pour moi, c'est d'abord le journal Jeune Afrique qui a dû faire pieds et mains pour avoir l'interview. On sait que c'est un personnage qui ne parle pas souvent. Et donc, les demandes d'interview doivent avoir
été répété. Je pense qu'il y a aussi le contexte, il y a certains contextes qui permettent de relancer certaines dénonciations. Comment ça se passe? C'est-à-dire, vous pouvez déposer votre demande et donc profiter d'un événement de l'actualité puis dire, bon voilà, il faudra que vous puissiez réagir par rapport à... On sait très bien qu'après le décès de Salif Diallo, il y avait peut-être une occasion de faire réagir celui-là qui était président un peu comme son ennemi juré au sein du système compaoré. Donc, je pense qu'en cela, c'est peut-être le décès de Salif Diallo qui a donné une occasion à l'interview. Maintenant, bien sûr, il y a dans l'interview certaines piques naturellement lancées pour moi, certaines qui sont adressées que ce soit au président Roch ou que ce soit au peuple du Burkina Faso lorsqu'il répond à certaines questions, notamment lorsqu'il reconnaît en tout cas que leur erreur politique a été de vouloir modifier la Constitution, c'est-à-dire que c'est juste au sein de l'histoire, face à l'histoire qui reconnaît en fait cette erreur, puisque on n'a pas besoin de cette sortie pour savoir que ça a été une erreur. Mais il y a aussi d'autres points, notamment sur le volet judiciaire, l'affaire David Ouedraogo, l'affaire Norbert Zongo, le push où il a donc permis de répondre, en tout cas de clamer son innocence. Il y a cette fameuse question du mandat d'arrêt. Il n'y a pas de mandat d'arrêt selon lui et ses conseils. Pour l'instant, les seuls à nous avoir parlé de mandat, en tout cas, c'est bien le procureur Maïsa Sérémé et puis Maître Benouendé Sankara. Lorsque vous consultez certaines données, notamment d'Interpol, vous n'avez pas de traces de ce mandat. Donc on attend aussi que la justice réagisse parce que c'est elle qui a dit qu'il y a un mandat et il dit qu'il n'y a pas de mandat. Bon, quand on nous montre le mandat, c'est tout. Et là, maintenant, tout le monde est édifié parce que là, il n'y a pas de travaux. Vous rentrez dans le site d'Interpol, vous cherchez trace de ce mandat. Vous n'avez pas de notice rouge puisque le mandat d'arrêt, en fait, donne lieu à une notice rouge qui est lancée pour l'arrestation de la personne. Pour l'instant, il n'y en a pas. Donc, où est passé ce mandat? Je pense qu'il y a quand même des questions au niveau de la justice à être répondues. Je pense que les personnes habilitées vont répondre. Il a profité aussi de répondre à, comme je le disais, sur Salif Diallo, qui pour lui était peut-être jaloux de sa personne à l'époque, ce qui n'est pas peut-être faux quand on connaît l'histoire entre les deux hommes. Il a aussi parlé de feu président Thomas Sankara, de son goût en tout cas pour l'idéologie. Je pense que en fait c'est cela, c'est dans le contenu qu'il y a beaucoup de piques, parce que j'imagine certaines réactions lorsqu'il disait en fait que le président Sankara avait donc confondu l'idéologie et l'exercice du pouvoir. Voilà. Je pense qu'il y a plein de dossiers comme ça dans plein de sujets dans l'interview et notamment les fameux regrets de son frère de voir donc son système, son héritage bafoué. Je pense que c'est véritablement en cela que la sortie peut être maintenant. Quel est l'impact pour moi? Je pense que c'est journalistiquement bon. Voilà, on peut décortiquer, on peut épiloguer, faire des thèses libres dessus. Mais vraiment, véritablement, quel est l'impact sur notre quotidien? Aucunement, à part cette histoire de mandat qu'il faut poursuivre et puis avoir le gain. C'est-à-dire qu'il a bien dit à la fin de l'interview que quand les autorités le décideront, les jugeront nécessaires, ils rentreront. Et donc, si on a besoin de lui, quand on l'invite simplement, pas besoin de mandat d'arrêt, il a bien dit, il a ouvert la porte. Donc, je pense que c'est l'une des leçons en tout cas qu'il faut tirer de plus de cette sortie-là, pour moi. D'accord. Alors, Bama, comment vous analysez cette sortie de François Compaoré en ce moment précis? Non, c'est sûr que moi, à l'opposé de Hyacinthe, je pense que c'est bien calculé, c'est pas fortuit, c'est pas une interview qui a été négociée de longue date par Jeune Afrique. Je n'ose pas croire à ça. C'est quelque chose qui a été fait de façon bien calculée par rapport à un certain contexte et tout ça. Et c'est une communication qui est en cours. Je suis bien d'accord avec Dabadi. C'est un plan. Regardez le contexte. Pourquoi c'est maintenant qu'on le fait? Et regardez surtout aussi au niveau national, c'est en synchronisation avec un certain nombre d'activités que les gens ont programmé par-ci par-là, des gens qui demandent le retour de Blaise Compaoré, d'autres on demande qu'on libère Djibril Bassolé, tout ça c'est pas fortuit. Il faut essayer d'être un peu lucide quand même pour comprendre que c'est un plan qui a été mis en œuvre d'un objectif bien précis, même si on n'a pas encore l'objectif, parce que moi je n'ose pas croire que ces gens-là, ils sont toujours en train de dormir pour croire qu'ils peuvent toujours rêver de revenir encore au Burkina pour jouer un quelconque rôle au niveau. Je n'ose pas le croire parce qu'il faut être vraiment assez naïf pour être encore dans cette posture-là. Maintenant, pour ce qui est du mandat, dans un premier temps, quand j'ai vu sa phrase concernant ce mandat-là, à savoir que bon, il a cherché en vain, bon, je m'étais laissé surprendre quand même par cette situation. Mais
après réflexion, sachant aussi à quelle justice nous avons affaire au Burkina, et surtout par rapport à le précédent que nous avons vu ici, finalement je me suis laissé convaincre que je n'avais pas de raison même de laisser surprendre par cette situation. La justice burkinabé nous a plusieurs fois habitués à ce genre de situation parce qu'il n'y a jamais eu de transparence dans cette histoire. Ce n'est pas la première fois qu'on voit des mandats qu'on émet, après ça disparaît dans la nature. On a vu le cas Soro, le cas Blaise Compaoré où finalement c'est le tohu-bohu, maintenant on ne sait même plus où on se trouve. Donc moi je ne suis pas surpris que François Compaoré vienne nous dire qu'il n'y a pas de mandat contre lui. Et maintenant, c'est à la justice maintenant de nous dire s'il y a mandat ou pas. Et s'il y a mandat, qu'on nous le montre. Parce que je ne peux pas comprendre qu'un individu comme ça puisse... C'est un pied de nez à toute la République. Il nous nargue finalement maintenant ce monsieur-là. Comme à toute une République, une institution judiciaire de tout un pays dit qu'on a lancé un mandat contre un individu et il sort et dit non, c'est pas vrai, il n'y a pas de mandat contre lui. Et pour les chefs de justice aussi, ils sont là. On ne peut pas nous dire clairement ce qu'il y a concernant une telle affaire. C'est assez grave, moi je pense. Mais il faut que les gens puissent en tout cas situer les responsabilités de cette affaire. Qu'est-ce qu'il en est exactement? Parce que je pense que c'est trop gros quand même. C'est trop gros, on ne peut pas accepter ça. Oui. Si vous me permettez, je vais revenir sur un aspect. Lorsque Yacine demandait qu'est-ce que cette sortie pouvait avoir sur les gens. Non, je pense qu'il y a un aspect précis qu'il faut peut-être aborder. Et il a bien dit que quand son frère était au pouvoir, le Burkina n'était pas dans cette situation d'insécurité. Alors aujourd'hui, dans certains milieux, effectivement, qu'est-ce qui est développé? On vous dit des propos du genre, si Blaise était au pouvoir, on n'en serait pas là. Si Blaise rentrait, il allait apporter une solution, certainement, au problème qui se passe au nord. Alors, c'est un discours dans l'absolu, on peut quand même douter de sa sincérité, parce que tout le monde sait qu'aujourd'hui, la question du terrorisme n'est pas une question d'individu. Ce n'est pas un seul individu qui va se lever et puis mettre fin au terrorisme. Je ne pense pas que Blaise dispose d'une baguette magique dont il suffit de brandir et puis les terroristes vont fuir le Burkina. Je ne pense pas, à moins qu'il ne soit peut-être voilà, le parrain de ces éléments. Et donc, je pense que mais dans certains milieux, c'est un discours qui peut avoir un écho favorable. Pourquoi? Parce que lorsque vous vivez une situation à un instant T et on vous dit que voilà la raison pour laquelle vous vivez cette situation, alors si vous ne menez pas une réflexion poussée, vous pouvez effectivement tenter et croire que effectivement ce qu'on vous dit est vrai. Et donc c'est en cela, moi je vois que c'est une campagne de communication qui est mise en place. Et le but final, peut-être on ne sait pas d'abord c'est exactement quel est le but final, mais j'ai dit que c'est pour toucher la sensibilité des citoyens burkinabés. Et quand vous regardez les questions qui ont été abordées, c'est pas quand même pour rien. On parle de l'affaire Norbert Zongo. Les cas les plus difficiles, tels que Norbert Zongo, voilà, il y a bien d'autres, David Ouedraogo, mais partout il a botté en touche. Alors, il a présenté lui-même et son frère comme étant des gens, pratiquement, à mon avis. Parce que tout ce qu'on leur reproche, ce n'est pas vrai, si on lit en tout cas l'interview. Alors, c'est faisant, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui les frères Compaoré doivent être à l'extérieur. Ça veut dire qu'ils doivent pouvoir entrer au pays sereinement. Là, comme ça, je perçois les choses. Donc, moi, je pense que le timing choisi n'est pas pour rien. N'est pas rien, c'est bien calculé parce que, comme je l'ai dit, il y a d'abord l'aspect sécuritaire qu'il ne faut pas négliger. Mais il y a aussi la disparition de Salif Diallo dont Yacine a fait cas. Vous savez que c'est quelqu'un qui, dans le temps, avait quand même une position assez tranchée en ce qui concerne les frères Compaoré et qui n'hésitait pas à dire certaines choses. Voilà. Donc aujourd'hui, ce dernier, il n'est plus là. Et ça peut effectivement quand même construire un terrain favorable à certains de développer des discours de nature à dire que bon, si Blaise était au pouvoir ou bien s'il rentrait, ben, écoutez, vos problèmes seront résolus. Oui, Yacine, vous voulez réagir en temps? Oui, mais déjà, je pense que c'est tout à fait naturel pour François de dire que c'était mieux sous eux, le Burkina était mieux sous eux, de prendre pour exemple les attentats qu'il y a eu depuis avril 2015 pour dire qu'en fait, c'est tout à fait dans sa logique, je pense que ça se comprend. Et comme je l'ai dit, c'est plutôt des pics envers le régime ROC. C'est-à-dire qu'il a fait savoir qu'ils n'ont pas fait mieux qu'eux. C'est parce que en réaction... Mais moi, il y a une chose en fait qui me chiffonne un peu. Il y a une chose... On veut une chose et son contraire dans la sphère Blaise Compaoré et son frère. C'est-à-dire qu'on a une partie qui dit qu'il faut qu'ils rentrent répondre à la justice. OK. Maintenant, il y a des gens qui se lèvent, il faut qu'ils retournent. On dit non, ils n'ont pas le droit de manifester parce qu'ils ne doivent pas réclamer le retour
Finalement, on ne comprend rien. Soit il rentre pour répondre, soit il ne rentre pas, il reste là-bas. Et pourquoi on fait encore ce débat autour du mandat d'arrêt et de tout, si on n'a pas la volonté que ces personnes-là rentrent? Je pense qu'aujourd'hui, il faut aller dans un seul sens. Si la justice burkinabé a besoin des frères Compaoré, qu'elle puisse user des moyens qu'il faut, un mandat d'arrêt en bonne et due forme, présenté en direct à la RTV, pourquoi pas, pour qu'on puisse voir qu'elle a demandé en tout cas, que ce soit à la France ou que ce soit à la Côte d'Ivoire, de nous amener les frères Compaoré. Au-delà de cela, il y a, comme je l'ai dit, il y a François même qui lance une pique. C'est tout à fait normal dans sa position qu'il lance une pique. Il dit si les autorités le juge nécessaire, ils rentreront. Alors, pourquoi pas un carton d'invitation tout simplement à rentrer au pays et à se soumettre à la justice, puisqu'ils se disent. Là, on est situé. Pour que rentrer dans ce débat où on a des personnes qui sortent d'une partie, qui ont une manifestation pour demander le retour, et il y a tout un tollé tout autour. On a tout un tollé tout autour de mandat d'arrêt et on demande finalement aux personnes de rentrer. Moi, je ne comprends pas un peu tout ce débat-là. Oui, justement, au cours de la semaine, on a vu une coalition de 6 partis politiques qui se sont prononcés, en tout cas contre le retour donc, de Blaise Compaoré au Burkina Faso, parce que pour eux, ça ne serait pas opportun pour l'instant. Qu'est-ce que vous en pensez justement, Ladji Bama? Non, moi je pense que personne n'a chassé Blaise Compaoré du Burkina. Hein. Moi en tout cas, jusqu'à ce qu'on m'apporte la preuve que quelqu'un a chassé Blaise Compaoré. On a juste chassé Blaise Compaoré du pouvoir, parce qu'il était arrivé à la fin de... Enfin, il ne devait plus rester au pouvoir, il voulait s'entêter. Les Burkinabés ont dit non. Trop c'est trop, tu n'es plus au pouvoir. C'est Blaise Compaoré lui-même qui s'est arrangé pour se retrouver à l'extérieur du Burkina. Je ne pense pas qu'on l'ait chassé. D'ailleurs, on a vu le cortège, quand il partait, il n'y avait aucun Burkinabé derrière lui qui le chassait. Il est parti de lui-même. Et quand François dit si on veut, ils reviendront. Qui a dit qu'ils n'ont qu'à rester là-bas? Bien au contraire, c'est parce qu'on veut qu'ils viennent. C'est parce qu'on n'arrive pas à les avoir comme dans un mandat. Sinon, on a besoin d'eux ici. Qu'ils viennent, on n'a pas besoin d'attendre qu'on les invite. S'ils veulent vraiment contribuer à la justice. Il y a des partis qui disent non au retour des blessés. Oui. Il y a la coalition des six. Je dis au départ, personne n'a chassé Blaise Compaoré du Burkina. Personne n'a chassé du Burkina. Il est parti de lui-même. Il peut revenir au Burkina quand il veut. Bien au contraire, on a besoin de lui. Voilà. Maintenant, ceux qui s'opposent, ils ont peut-être... Mais moi, je pense que la majorité des Burkinabés, en tout cas aujourd'hui, personne n'a chassé Blaise Compaoré, il est Burkinabé. C'est lui qui a décidé même de renoncer à sa nationalité. Il est Burkinabé, il peut venir quand il veut. On a besoin de lui. Maintenant, s'il ne vient pas, qu'il ne s'asseye pas là-bas pour dire non, qu'on l'invite et puis il va venir. On a besoin de lui. On a même lancé un mandat contre lui. Ces autres ont dit qu'il est ivoirien, maintenant on ne peut pas l'extrader, c'est ça. Mais qu'est-ce qu'il nous raconte? Maintenant, comme Dabadi l'a dit tantôt, il faut que ces gens-là, ils se réveillent de leur profond sommeil. Ça veut dire que on n'est pas aussi naïf que ça. Hein. Dire que quand Blaise Compaoré était au pouvoir, il n'y avait pas de menaces terroristes, on était en paix au Burkina, mais on n'est pas naïf. Il se dévoile maintenant. Croire que c'est parce que Blaise Compaoré n'est plus là qu'on a attaqué. Mais c'est ce qu'on a toujours dit là. Cette paix de cimetière, ce n'est pas de cette paix que nous on a besoin. La paix qui était là sous Blaise Compaoré, avec ces pactes avec le diable qui faisait qu'on était un havre de paix, ce n'est pas de cette paix qu'on veut. Voilà. Qui agit qu'au bout de leur logique. Pourquoi, quand ils étaient là, ces mêmes terroristes dormaient ici à Ouagadougou, ils étaient blanchis, nourris comme ils voulaient. Aujourd'hui qu'ils ne sont plus là, on est attaqué. Et ils veulent que nous on continue dans cette logique-là, qu'ils viennent encore pour continuer ces mêmes trafics-là avec ces diables pour que nous soyons en paix ici. Non, on ne veut pas de cette paix-là. On va mener ce combat avec ces djihadistes jusqu'à les vaincre et on aura la paix qu'il faut. Voilà. Oui, je pense que par rapport à ce qu'ils disent, non, peut-être que l'entrée ou le retour des frères Compaoré peut constituer ceci ou cela. Non, je pense que les gens, je pense que c'est assez clair dans les esprits des gens. En fait, s'ils veulent rentrer pour répondre à la justice, personne ne voit d'inconvénient en cela. Mais ce que les gens n'en veulent pas, c'est qu'ils rentrent dans une situation d'impunité. C'est ça en réalité la vraie question ici. Lorsque Luc Adol Tiao voulait rentrer, mais il n'a pas eu besoin de faire un tapage médiatique. Il n'a pas mobilisé des gens pour marcher, pour qu'ils rentrent au pays.
Et la juge communiquait avec la justice, il est venu se mettre à la disposition de la justice. Donc si les frères Compaoré veulent rentrer aujourd'hui, on n'a pas besoin d'avoir des gens pour aller jusqu'à Abidjan pour échanger avec eux pour cela. On n'a pas besoin de mobiliser des gens ou de tenir des forats ou autres pour ça. Ils rentrent tout simplement, ils se mettent à la disposition de la justice. S'il n'y a rien contre eux, ben, ils restent tranquillement dans le pays et puis ils participent au développement. Mais s'il y a quelque chose contre eux, ben là, ils assument. Donc moi je pense que c'est un peu ça, parce qu'il y a une communication qui est faite autour de cette affaire, qui tend à croire que non, ben, voilà, les mots dont souffre le Burkina aujourd'hui, là, voilà, c'est parce que le président Compaoré n'est pas là. Je pense que si on raisonne comme ça, le débat est un peu biaisé, parce que, comme Ladji Bama l'a dit, personne n'est dupe quand même dans ce pays. D'accord. Oui, il y a cette... Juste sur le plan de la sécurité, je pense qu'il y a un fait aussi, avec le départ de Blaise, il y a tout un système de sécurité aussi qu'on a levé, quels que soient les attouchements ou les accointances qu'avait le régime Compaoré. Il y a tout un système. On a vu un peu les difficultés pour mettre en place l'Agence nationale de renseignement. On voit un peu certaines difficultés opérationnelles. On a vu le débat sur l'homme Simon Compaoré. Donc, je pense que c'est là, il y a quand même des aspects aujourd'hui dans notre sécurité qui font que ce n'est pas un forum national qui viendra en tout cas nous sauver des griffes, pour moi, des terroristes. Il faut une réaction, laisser le débat. Voilà, c'est la faute d'un tel, c'est la faute d'un tel. Je pense qu'il faut régler tout simplement la question. On a un problème de frontières avec notamment le Mali et le Niger. On a une fameuse force, c'est celle qui peine à se mettre en place. Je pense qu'il faut travailler à nous-mêmes nous déployer, à sécuriser d'abord le territoire plutôt qu'à rester là à débattre sur, voilà, c'est telle personne, telle personne. D'accord. Alors, en tout cas, on va évoluer dans cette émission avec un sujet qui est nettement plus léger, en tout cas, que le retour des frères Compaoré et cette interview donnée par François Compaoré. Il s'agit donc des réformes, donc des ordres burkinabés lors d'un atelier. Alors, le grand chancelier donc, a fait dans son discours, en tout cas, une proposition qui allait donc permettre de remplacer l'ordre national par l'ordre de l'étalon plutôt. Voilà. Alors c'est une proposition, quand on regarde sur la toile, qui a fait beaucoup de débats. Dabadi, qu'est-ce que vous pensez de cette proposition? Non, je pense que l'idée n'est pas mauvaise, hein, à mon avis, parce que quand on regarde un peu ce qui se fait ailleurs, si je prends le cas de la Chine-Taïwan, vous vous rendrez compte que les distinctions honorifiques ont un lien avec les armoiries nationales. Et donc je pense que dans le cas du Burkina également, il faut aller effectivement faut aller dans ce sens, de sorte à ce que quand on parle d'étalons, quand même, tout le monde se reconnaît en étalon à travers, par exemple, les équipes nationales qui nous défendent. Et donc moi, je ne vois vraiment pas en quoi ce projet, par exemple, pourrait être considéré comme une mauvaise initiative. Non, je pense que c'est une initiative qu'il faut encourager, souhaiter surtout que les nouvelles mesures qui sont en vue soient mises en œuvre et qu'on puisse finalement bannir le clientélisme qui était devenu la règle au lieu d'être l'exception. Parce qu'on a vu que ce milieu-là, on a besoin vraiment de l'assainir. Donc je pense que de ce point de vue, c'est bien vu en tout cas pour les responsables de cette institution. Il faut travailler effectivement à ce que les distinctions que les gens auront reflètent un peu notre culture. C'est le plus important à mon avis. Bama, vous partagez l'avis d'Abadi? Oui, non, tout le monde est d'accord qu'au niveau de cette institution-là, quelque chose devait être fait. Parce que il y a pas mal de problèmes qu'on a égrenés depuis un certain nombre de temps concernant cette institution. Donc tout le monde est unanime qu'il fallait que quelque chose change à ce niveau-là. Maintenant, est-ce que c'est le fait de changer de nom ou en tout cas de dire qu'on a décidé de faire des réformes, ça suffit pour croire que quelque chose a changé? Moi, je dis non. Moi, je pense qu'il y a surtout une volonté politique qu'il va falloir avoir à ce niveau-là pour qu'au-delà de ces changements de nom et puis de ces réformes dont on parle tant, il y ait vraiment, de façon concrète, dans ces médailles qu'on décerne aux gens, en fait, dans chaque fois, ça soit vraiment basé sur le mérite et non ce qu'on a vécu jusque-là, où les médailles étaient finalement assimilés à des cacahuètes qu'on distribuait à la tête du client selon qu'on est proche de telle ou telle personne, on pouvait donner à qui on veut. C'est ça le gros problème. Et si ces changements dont on parle doivent pouvoir nous permettre d'aller vers cela,
tant mieux. Mais si c'est juste pour contenter l'opinion, pour dire qu'on a fait des réformes et puis dans le fond, on ne va rien changer, je dis c'est désolant. Oui, Hyacinthe. Je pense que, comme l'a dit le confrère, en tout cas, le problème des médailles, ce n'était pas le contenu en tant que tel, c'est le contenu. Qui a droit à ces médailles et que faut-il faire pour y avoir droit? C'est parce que c'est en cela que les réformes doivent être claires, c'est-à-dire pour permettre d'éviter en tout cas tout ce qu'il y avait comme clientélisme. Il y avait des médailles qui étaient achetées donc, dans le noir. Alors, c'est comment ça se passait maintenant. Il faut travailler à ce que ce soit vraiment assaini, que ce soit ceux-là qui ont donc fait quelque chose pour la nation qui le mérite. Moi, personnellement, vu le débat en tout cas sur la nouvelle appellation, je pense qu'il faudrait peut-être travailler à laisser tomber la nouvelle appellation et garder l'ordre national et l'ordre du mérite. Parce que si on va rentrer dans les débats ethniques et autres, vraiment, pour ne pas se reconnaître dans l'ordre de l'étalon, laissons tomber et on garde l'ordre national et l'ordre du mérite. Vraiment, le terme ne change pas. Le tout est dans le mérite. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que, bon voilà, j'ai vu un peu le débat où les gens demandent aussi à ce qu'on ait l'ordre national, l'ordre de l'étalon, l'ordre de la sulure. Vraiment, si on va rentrer dans cela, on va dénaturer. C'est-à-dire on va gâter tout ce qui va être fait comme réforme. Donc gardons l'ordre national, l'ordre du mérite et changeons le processus d'attribution, que ce soit ceux-là qui méritent et aussi peut-être pour moi, dans l'organisation aussi, il faut voir un peu pour qu'on ne soit pas toujours coltiné dans ce 11 décembre-là, en fait, entre la présidence du Faso et le pays, la ville plutôt, qui accueille donc le 11 décembre et les autres pour les remises, je parle des remises fonctionnelles. Vraiment, on a toute une lourdeur, je pense, dans la remise des médailles qui va travailler peut-être avec les réformes-là à améliorer. Je pense que ça va être salvateur plutôt que l'appellation. Oui, cette affaire d'appellation, oui, qui a suscité beaucoup de débats. Est-ce qu'il faut justement quitter l'ordre national pour aller voilà, à l'ordre de l'étalon? Ça pose problème justement à certaines personnes. J'ai vu quelqu'un qui plaisantait, qui disait à ce terme, pourquoi ne pas donner l'ordre de l'étalon aux hommes et puis l'ordre du jument aux femmes? Bon, c'est une façon de plaisanter, mais une façon aussi de dire que ce serait bien de garder finalement l'ordre national. Bama. Bon, je ne sais vraiment pas quoi dire, hein, parce que finalement, on se perd. Si on doit pouvoir trouver quelque chose qui puisse vraiment rassembler au sens plein du terme tous les Burkinabés, on ne s'en sortira jamais. Et je ne pense même pas qu'il y ait un pays au monde où les histoires d'emblèmes ou tout ça, on a réussi à trouver quelque chose dans lequel toutes les ethnies et tout ça doivent pouvoir se retrouver. Je ne pense pas. Ce n'est pas possible. Je pense qu'à un moment donné, c'est suivant un certain nombre de considérations qu'on a décidé que non, l'étalon, par exemple, soit en tout cas ce qui est au centre des armoiries et tout ça qui symbolise notre vivre ensemble et tout le monde se reconnaît dans ça. Et ce n'est pas pour dire que toutes les ethnies du Burkina forcément se reconnaissent dans l'étalon. Et je pense que c'est comme ça partout ailleurs. Mais vouloir que, parce qu'on a dit c'est l'étalon, on n'a pas dit c'est les silures, ou bien on n'a pas dit c'est, je ne sais pas, Aréo, c'est pas ce à quoi on se réfère. On ne s'en sortira pas. C'est le Singa, non? Je ne sais pas. Donc finalement, moi je crois que c'est des choses vraiment qu'il faut dépasser. Moi, que ce soit ordre national, ordre de l'étalon, moi je ne trouve pas de problème avec ça. Si ça peut faire plaisir à certains que ce soit l'étalon, moi, je n'ai pas de problème avec ça. Mais maintenant, il ne faudrait pas que ça soit à la base de tiraillements, de controverses, où certains m'ont dit non, pourquoi les talons, non les silures? J'ai dit non, si on rentre dans ça, on ne s'en sortira jamais. Oui, un mot là-dessus, je pense quand même que si on veut être sérieux, il faut, comme il a dit, hein, on ne peut pas trouver effectivement une médaille dont la représentation va refléter toutes les différentes cultures burkinabèses. Je ne crois pas que cela soit possible. Par contre, on peut trouver effectivement un élément que moi je vois quand même qui peut être l'étalon aujourd'hui. Quand vous prenez déjà nos armoiries, ben, vous avez quand même l'étalon. Je n'ai pas vu quelqu'un qui s'est plaint pourquoi l'étalon est là, il faut l'enlever. Parce qu'il y a d'autres symboles qui symbolisent et donc, dans lesquels il se reconnaît. oui, mais quand vous prenez l'étalon n'appartient pas à une ethnie au Burkina. Toutes les ethnies au Burkina utilisent quand même le cheval. Donc je pense quand même que c'est un animal qui symbolise, même si dans certaines régions, bon, il a un caractère beaucoup plus sacré peut-être par rapport à d'autres. Et donc je pense que si on tombe dans ce débat, c'est fini, on est parti, on ne pourra pas faire la promotion de notre culture. J'ai bien dit que les médailles que nous recevons doivent quand même refléter notre culture. Cela est très important. Parce que les jeunes générations, quand on dit l'ordre national, c'est valeur de ceci, ben tout ça c'est quoi? Ça ne reflète rien par rapport à notre culture.
Ça ne reflète pas notre culture. Ça n'a aucun lien en fait avec notre culture. Donc je pense quand même que c'est une recommandation même d'ailleurs des chancelleries des ordres francophones de l'Afrique. Et je pense qu'il faut aller dans ce sens pour que, bon, quand même, les gens, lorsqu'ils vont prendre une médaille, qu'ils sentent quand même que, bon, voilà, on m'a dit j'ai obtenu l'ordre de l'étalon. Voilà, on sent l'étalon. Bon, ça peut ne pas être l'étalon, ça peut être un aussi, on veut le dire, mais je pense qu'il faut aller dans le sens de la promotion de notre culture. Cela est extrêmement important. Sinon, ben, petit à petit, nous perdons nos cultures au détriment des autres. Oui. Chevalier de l'ordre de l'étalon, ça va être bizarre quand même. Je pense qu'il faut simplement travailler, comme on l'a dit ici, c'est le contenu qui compte. Le nom là, si ça pose problème, qu'on garde le nom. On va créer un débat qui n'a pas lieu d'être et on va rentrer dans des histoires. On garde ordre national, ordre du mérite, et l'essentiel c'est que les personnes qui les arborent, en tout cas, le mérite, c'est tout. D'accord. Alors, on va parler d'un autre pays, hein, le Tchad. Vous l'avez donc suivi cette semaine. Les États-Unis donc qui ont mis le Tchad sur la liste des pays dont les ressortissants sont interdits donc d'entrer sur le territoire américain. Comment donc vous analysez donc cette décision de Donald Trump d'exclure en tout cas les Tchadiens qui, en tout cas, veulent aller aux États-Unis, soit pour le tourisme, soit pour les études ou pour toute autre raison. Bama. Non, en tout cas, je l'avais déjà dit, moi, plus rien ne me surprendra de ce monsieur-là. Depuis le début, il a déjà annoncé les couleurs. On ne sait pas comment il se débrouille chaque fois pour prendre cette décision. Il n'a jamais pris une décision qui a déjà fait l'unanimité. Et moi, personne ne devait être surpris en tout cas de ce qu'il a fait par rapport au Tchad, parce que qu'est-ce qu'il dit? Il dit que c'est parce qu'il y a un manque de collaboration. Qu'est-ce qu'il met dedans exactement? Il ne nous dit pas. Surtout dans le domaine du renseignement, voilà. Je pense. Alors, qu'est-ce qu'il met dedans? Parce que le Tchad, quand même, moi je pense que le Tchad a quand même fait ses preuves dans la sous-région, même dans les deux sous-régions ouest-africaines et centrafricaines. Le Tchad a tout été au devant des combats là-bas. On a vu au Cameroun, au Nigeria, tout ça, le Tchad est présent. Et venez dire qu'aujourd'hui, ce monsieur-là, enfin ce pays-là, ne collabora pas dans la lutte contre le terrorisme. Je ne sais pas vraiment comment on devait collaborer encore. Maintenant, il a peut-être ses raisons, mais pour qu'il puisse nous avoir avec lui dans cette décision-là, il faut qu'il nous donne ses raisons-là. Concrètement, qu'est-ce que le Tchad a fait pour ne pas mériter sa confiance et tout ça, et puis mettre tout un pays à l'index comme ça? Et je comprends vraiment la désolation des Tchadiens sur cette question-là. Oui, Hyacinthe. On peut tout reprocher à Trump d'avoir le goût, en tout cas, du sensationnel. Je pense que c'est à cela cette décision peut être vue. C'est-à-dire que ça fait un tapage plutôt qu'autre chose. Vraiment, je pense que le principe de non-partage d'informations peut être réglé diplomatiquement. Il suffit de dialoguer. Et puis, on sait très bien que les États-Unis, si, en tout cas, ils veulent avoir une information avec un pays, ils ont les moyens de l'avoir. Maintenant, Trump a sa méthode aussi pour, voilà, un peu faire le buzz comme il aime bien. Je pense que, véritablement, cette décision, c'est plus dans ce sens. Bien sûr, le Tchad va se ranger dans les bonnes grâces des États-Unis pour que la décision soit levée dans les prochains jours, mais ça ne va pas dépasser cela. Je pense que ça rend dans l'ordre des choses. Chaque 2 semaines, on aura une sortie comme ça du président Trump. Il faut aussi venir vivre avec. Il y aura toujours une action comme ça. C'est sa méthode. Il essaie de trancher en fait avec ses prédécesseurs aussi pour marquer. Mais je pense que c'est plus médiatique qu'autre chose. Déjà, il n'y a pas de rupture des relations diplomatiques entre le Tchad et puis les États-Unis. Donc c'est vraiment un effet d'annonce qui va bien sûr entraîner, on a vu le gouvernement tchadien qui se disait choqué par ce qu'il considérait comme une insulte. Ils vont sûrement dans les prochains jours envoyer une délégation expliquer peut-être s'il y a eu en tout cas détention d'informations, pourquoi il y a eu détention d'informations dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Et bien sûr, avoir maintenant, ouvrir toutes les portes qu'il faut aux États-Unis pour avoir les informations du renseignement tchadien. Je pense que c'est juste ça, c'est juste l'effet que c'est Trump, il a bien reçu son coup. Et puis on attend encore la semaine prochaine sûrement qu'il va taper sur le Burkina, pourquoi pas. Oui, depuis le début en tout cas de sa présidence, hein, il a surpris, comme Bama le disait tout à l'heure, il y a un certain nombre en tout cas de pays qui sont concernés. Hein. Alors de façon globale, qu'est-ce que vous pensez de cette politique même de Trump de lister
en tout cas des pays dont les ressortissants sont peut-être considérés comme dangereux pour la sécurité des États-Unis, parce qu'on peut citer l'Iran, la Libye, la Syrie, la Somalie, le Yémen, en tout cas le Venezuela et la Corée du Nord qui viennent d'être ajoutés donc à cette liste. Qu'est-ce que vous pensez de cette politique globale de Trump? Pour lui, c'est de faire en sorte que l'Amérique soit plus sûre. Dabadi. Non, je ne crois pas que ça soit cela. Je pense que Trump essaie de sanctionner les présidents qui ont peut-être par moment le courage de lui opposer une résistance ou de dire certaines choses de façon crue. Quand on prend le cas du Tchad, je dis que l'argument qui a été avancé est spécieux. Pour la simple raison que, comme mes confrères l'ont dit ici, en Afrique quand même, on sent que depuis ce qu'il fait en matière de lutte contre le terrorisme, beaucoup de pays ne peuvent pas le faire. Donc non, je pense que l'Amérique a voulu sanctionner tout simplement Déby pour avoir boycotté l'Assemblée générale des Nations Unies, mais aussi avoir fait une sortie, j'allais dire sévère, contre Trump et les autres puissances. Et je pense que le président français l'a tout de suite compris. Voilà pourquoi il s'est rapidement fait l'avocat du président tchadien. Maintenant, la question qu'il faut se poser, est-ce que ce soutien élyséen là va porter, j'allais dire, porter fruit, rien n'est moins sûr. Cependant, c'est dont on est certain, est-ce que c'est une mauvaise nouvelle quand même pour Déby, parce que déjà, il fait face à des situations économiques et politiques difficiles dans son pays. Si en plus de cela, il y a ça là qui doit venir s'ajouter, ben, je pense que ça serait un coup dur pour le président Déby. Non, pour les autres pays, par exemple l'Iran et autres, on peut dire, bon, il y a peut-être par moment quelques raisons, parce que quand même, c'est des pays qui regorgent le plus de terroristes entre griffes, hein, qui mènent des actions peut-être contre les Américains. Donc, on peut comprendre que, bon, en prenant une telle décision, c'est une façon de les sanctionner directement. Mais même là, vous voyez que même au sein de l'administration Trump, ça ne fait pas l'unanimité. C'est pour dire que la décision, je pense qu'elle n'est pas vraiment appropriée. Voilà. Parce que je pense qu'il y a une autre manière d'amener les gens à collaborer, ou en tout cas de sanctionner les gens, que d'interdire les ressortissants d'un pays. Moi, je ne suis pas forcément responsable de ce que mon président fait. Voilà, les gens sont limités par rapport à la lutte contre le terrorisme, pardon, dans certaines situations. Est-ce que c'est pour autant qu'il faut sanctionner les ressortissants de ce pays-là? Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Ok. Alors, peut-être en 30 secondes, Hyacinthe... Non, je pense que c'est le style aussi, et puis le discours qui a fait son élection, il ne va pas arrêter pour autant. Tout ce qui a fait son succès, qui lui a permis de battre Hillary en son temps. Donc, il est dans la même logique. Et bien sûr, il va même... Je pense que ça, c'est peut-être la partie visible de l'iceberg. Il y a plein d'autres choses qu'il va faire. Pourquoi pas refuser de saluer certains chefs d'État officiellement? Vous le verrez. Il va le faire parce que c'est cet esprit-là qui a marqué les Américains, qui fait qu'il est président aujourd'hui. Donc il est obligé de rester comme on l'a connu, avec un discours assez franc, peut-être d'une certaine manière, mais aussi assez agressif, et aussi un comportement qui sort de l'ordinaire. C'est tout à fait à son image. D'accord, oui. Un dernier mot en 30 secondes, Bama. Oui, non, je suis d'accord avec Hyacinthe quand il dit que c'est comme ça qu'il est venu, il va rester dans ça. C'est dommage que ce soit comme ça, parce que moi, à mon sens, il n'y a pas un pays au monde où l'administration est officiellement une administration terroriste. Il n'y en a pas. Même l'Iran qu'on cite, et la Corée du Nord, tout ça, je ne pense pas qu'officiellement ce sont des États terroristes. Chacun a ses terroristes, même les Américains ont leurs terroristes en leur sein là-bas. On ne peut pas identifier un pays comme ça, dire non, c'est un État terroriste et puis on l'indexe quand même, comme Dabadi l'a dit. On ne peut pas, même s'il se trouvait qu'il y a des terroristes dans un État, ce n'est pas toute la population quand même, ce n'est pas tous les habitants d'un pays qui se retrouvent dans cette situation de terrorisme. Et je pense même que chaque pays combat ces terroristes à sa façon. Il ne peut pas se lever comme ça et puis étiqueter tout un peuple, dire que non, ils sont terroristes et puis il ne peut pas mettre pied chez lui, c'est pas possible, c'est fou à la limite. Ok, en tout cas, on va s'arrêter là donc pour cette émission. Merci à vous qui nous avez suivis. Je rappelle très rapidement que j'étais sur ce plateau avec Hyacinthe Sanou de Omega FM, Dabadi Zumbara du journal Le Pays et Ladji Bama du journal Le Reporter. Merci de nous avoir suivis et restez en compagnie de nos programmes.